Salut les mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui nous allons parler de Flutter 3 qui vient tout juste d'être annoncé à la Google I.O. Alors il y a pas mal de nouveautés et vous allez voir c'est des nouveautés comme on les aime, en tout cas c'est comme ça que je les aime moi parce que ça nous apporte des nouvelles fonctionnalités et on n'a pas beaucoup de travail. Encore une fois, une mise à jour majeure qui est plutôt sympa par les développeurs de Google. Alors on fait un petit high five au pouce qui est juste sous la vidéo, on s'abonne pour ne pas rater les prochaines et on attaque dès maintenant la liste des nouveautés. Bon, quelles sont les nouveautés principales de Flutter 3? La première, ça va être le support en version stable de macOS et Linux. Ça veut dire que, à partir de maintenant, on a iOS, Android, Web, Windows, macOS, Linux. 6 plateformes avec une seule base de code. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous les développeurs. Ensuite, on a Firebase. Des nouveautés sur Firebase, mais vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime Firebase. Vous savez que je l'aime pas trop. C'est pas un outil qui est mal fait, c'est juste un outil qui est propriétaire et dans lequel on s'enferme sur un truc aussi important que la gestion des données et des web services. Pour moi, ça me pose problème. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous laisserai les regarder pour comprendre pourquoi. Je vais pas rentrer plus dans le détail sur Firebase et on va enchaîner sur la suite. Ça a été la petite surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Flutter Casual Game Toolkit. Alors l'idée de Google, c'est de dire, il y a beaucoup de gens qui utilisent Flutter pour créer des jeux vidéo, alors que ça n'a pas été conçu pour ça à la base, mais c'est faisable. Et d'ailleurs, il y a des projets open source qui se sont lancés, qui sont super bien faits pour aider les développeurs dans cette direction. Et les ressources sont un peu éparpillées, puisque la plupart des ressources officielles, que ce soit la documentation, les exemples, les templates, étaient basés sur des applications classiques. Et pourtant, il y a une demande réelle et des gens qui se débrouillent pour arriver à faire des jeux vidéo. Et bien ce toolkit, ce kit d'outils pour les jeux vidéo avec Flutter, c'est pas forcément des nouvelles API, c'est plus une organisation de l'aide pour que les gens puissent facilement commencer sur ce genre de projet avec les outils existants. Donc vous aurez un template de départ, il y a un Discord qui est mis en place, la documentation est mise à jour. Ils sont en train de mettre en place des outils pour simplifier le départ pour des gens qui voudraient faire des jeux vidéo avec Flutter. Autre nouveauté importante, c'est un bien meilleur support des processeurs ARM et notamment les processeurs Apple Silicon. À deux niveaux. Déjà, au niveau développeur. Les outils développeurs, si comme moi vous travaillez sur un Mac et que vous utilisez Flutter, ils ont amélioré la vitesse, les performances, la gestion des outils en général sur ce type de processeur. Donc ça, c'est très positif. Mais en plus, macOS étant maintenant une version stable, les binaires que vous allez générer pour Mac seront par défaut en Universal Binary. Alors, Universal Binary, si vous ne savez pas ce que ça veut dire que le binaire est compilé à la fois pour Intel et pour macOS. Ça veut dire que si vous envoyez une application Flutter pour Mac à des utilisateurs macOS, s'ils ont un Mac sous Intel, ça marchera très bien. S'ils ont un Mac sous Apple Silicon, ça marchera très bien aussi. Ça va choisir la bonne version. Il y aura les deux versions compilées dans un seul exécutable. Le système choisit la bonne. Ça évite de faire une émulation qui potentiellement ralentirait l'exécution de notre application sur un Mac Silicon. Donc encore une fois, ils ont bien pensé la sortie de cette version macOS en intégrant dès maintenant le support des Apple Silicon, puisque ces ordinateurs qui sont sortis il y a un peu plus d'un an maintenant sont ultra performant, beaucoup apprécié par les utilisateurs Mac. Pour moi, c'est mon deuxième. Là, vous voyez, j'ai commencé avec une MacBook Air. J'ai utilisé un MacBook Air pendant un an. J'aurais jamais pensé faire ça pour mon boulot. Ils sont tellement puissants, ces Apple Silicon, que ça valait le coup. Là, j'ai basculé sur un MacBook Pro récemment. Là, c'est un des premiers enregistrements que je fais sur ce MacBook Pro. Et bien sûr, j'ai repris un Apple Silicon. Je ne suis pas reparti sur un MacBook Pro Intel. Pour moi, il n'y a plus aucun intérêt à l'heure actuelle à acheter un Mac Intel. À part si vraiment vous avez des logiciels qui ne sont pas encore compatibles, mais ça devrait être de plus en plus rare, et justement, Flutter contribue à ce que les nouvelles applications qui sortent soient dès le début compatibles avec Apple Silicon. Ensuite, on a le support des téléphones pliables. Alors, pour l'instant, les téléphones pliables, ça reste un marché de niche, il y a peu d'utilisateurs qui en ont à l'heure actuelle, mais il y en a quelques-uns, notamment Microsoft, qui sort des produits pliables. Et d'ailleurs, Microsoft a contribué au développement de ces fonctionnalités pour supporter correctement les téléphones pliables dans Flutter. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? On va avoir les Media Queries, vous savez, celles qui permettent dans Flutter d'analyser l'écran et les caractéristiques de nos écrans. Mais on aura des nouvelles infos pour savoir si on a un écran pliable. On va pouvoir choisir d'afficher des widgets dans un écran secondaire lorsqu'il est disponible. Voilà, on pourra faire ce genre de choses. À l'heure actuelle, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais au moment où Flutter 3 sort, rappelez-vous, ces téléphones sont rares. Même si vous, peut-être que vous en avez un, la cible des développeurs, je ne sais pas si c'est la cible pour vos applications, mais les développeurs comme nous, on aime bien les nouvelles techno et on a peut-être des téléphones récents. Ce n'est pas le cas de la majorité des utilisateurs. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, oui, vous pouvez vous y investir, mais à moins qu'il y ait vraiment un intérêt et que vous ayez une cible particulière, vous pouvez attendre un petit peu avant de supporter ce genre de fonctionnalité, parce que ça pourrait potentiellement vous ajouter beaucoup de travail pour peu d'utilisateurs.
Maintenant, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est dispo et ça montre que Flutter prépare l'avenir, puisqu'il y en aura peut-être de plus en plus de ce genre de téléphone. Autre nouveauté majeure de cette version 3, c'est les performances qui ont été améliorées et la fluidité en général. Alors ça, c'est un point qui revient assez souvent dans les mises à jour de Flutter. Ils cherchent toujours à améliorer les performances. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Chaque version, chaque amélioration de Flutter nous apporte plus de performance. Et ce qui est cool pour nous, c'est qu'on n'a pas de travail à faire en plus. Il suffit de recompiler votre application que vous avez déjà codée avec les anciennes versions de Flutter avec cette nouvelle version 3 et vous aurez de meilleures performances. Que ce soit en termes de consommation mémoire ou en termes de fluidité. Et d'ailleurs, en termes de fluidité, ils ont ajouté le support des écrans de très haute fréquence qu'on peut avoir sur les iPad Pro, les iPhone Pro, les 120 Hz avec une fréquence variable. Donc on a une bien meilleure fluidité lorsque c'est nécessaire, et on tire un peu sur la batterie, et on économise de la batterie dans la plupart des cas, puisque dans beaucoup de cas, vous n'avez pas besoin d'avoir une fréquence de 30-60 Hz sur une image fixe. Ça ne sert à rien, vous gaspillez de la batterie pour rien, vous rafraîchissez l'écran sur l'image qui est identique. Donc justement, là, on peut varier sur ça avec les nouveaux téléphones et tablettes Apple, et ils gèrent ça nativement dans Flutter 3. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont partagé un document dans lequel ils montrent leurs réflexions sur comment supporter de la meilleure façon pour les développeurs ces écrans à rafraîchissement variable. Alors, ils commencent par nous dire quelles sont les recommandations d'Apple sur les fréquences minimum et maximum en fonction des cas d'utilisation. Dans certains cas, on peut monter jusqu'à 120 Hz, donc 120 images par seconde. Et dans des cas plus bas, on peut choisir entre plusieurs taux. Et là, ils parlent de 0, donc peut-être qu'on peut désactiver complètement le rafraîchissement. L'idée, ça va être d'économiser justement la batterie quand c'est nécessaire. Ça, c'est les recommandations d'Apple. Et ensuite, au niveau de Flutter, ils se disent qu'il y a deux façons de le faire. Soit on va permettre aux développeurs et à l'utilisateur de choisir la fréquence de rafraîchissement. Voici les avantages et inconvénients et voici comment on pourrait le faire. Soit, deuxième possibilité, on peut intégrer ça dans le framework pour que ce soit finalement automatique et qu'on essaie, nous, de deviner les moments où il faut changer la fréquence de rafraîchissement. Donc, ils se sont posés pas mal de questions, avantages et inconvénients de chacun. Ils ont choisi la deuxième façon. Je pense que c'est une bonne idée, en tout cas pour nous, les développeurs. Plutôt qu'on cherche, chacun d'entre nous, les développeurs, à fixer le taux de rafraîchissement au bon dans les différents cas, ils vont gérer pour nous et essayer de deviner pour que ce soit automatique, transparent, avec peut-être des possibilités de personnalisation lorsque ce sera nécessaire, mais généralement, on n'a pas trop besoin de toucher ce genre de choses. Donc on va gagner une fonctionnalité, plus de fluidité et meilleure économie de la batterie, sans pour autant développer des lignes en plus de code pour nous, que du positif. Il y a plein d'autres améliorations de performance, notamment au niveau de Flutter pour le web, le chargement des images, Android, gestion de la mémoire. Voilà, beaucoup d'améliorations de performance, ce qui va permettre à nos applications d'être plus agréables à utiliser pour les utilisateurs. Maintenant, on va parler des mauvaises nouvelles, parce que des fois, il y en a, mais vous allez voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Première mauvaise nouvelle, c'est la compatibilité. Quels sont les OS qui sont abandonnés avec Flutter 3 ? Je parle au niveau des OS des appareils cibles. Il n'y a pas d'OS à proprement parler qui sont abandonnés, il y en a certains qui sont dépréciés. Donc vous avez tous les OS 32 bits Apple, puisqu'ils sont tous passés en 64 bits depuis un petit moment, et iOS 9 et iOS 10. Vous pouvez encore les utiliser, mais ils sont dépréciés, et ça sera la dernière version qui va les supporter. Sachant qu'on est sur iOS 14 à l'heure actuelle, que le 15 ne devrait pas tarder à sortir, ça fait quand même assez longtemps, il n'y a plus vraiment d'utilisateurs qui sont dessus, ou s'il y en a, ce sont des vieux téléphones. D'ailleurs, ils listent les appareils concernés, je crois que c'est l'iPhone 4S et 5 qui sont les deux bloqués sur ces OS-là. Donc ils pourront encore utiliser vos applications Flutter 3, mais les prochaines versions de Flutter ne supporteront plus ces OS-là, donc vous ne pourrez plus mettre à jour sur ces téléphones-là. Pour tous les autres téléphones, il n'y a pas de souci. Au niveau de Windows, c'est Windows 7 et 8 dont le support n'est plus officiel. Ça marchera toujours, mais ils feront leur meilleur effort pour que ça marche, mais ils ne vont pas allouer trop de ressources, puisque même Microsoft ne supporte plus ces OS, donc ils suivent les recommandations de Microsoft. Et enfin, les breaking changes, ce que l'on craint le plus, nous les développeurs. Qu'est-ce qu'on va devoir changer dans notre code ? J'ai regardé la liste, il y en a vraiment très peu. C'est des classes isolées, et quand il y en a, souvent ça se corrige automatiquement avec le Dartfix. Honnêtement, il n'y a quasiment rien. En tout cas, moi, dans mes projets, j'ai rien eu à changer. Et j'ai des projets qui, certains, sont assez gros. Dans les cours de Purple Giraffe, il n'y a rien à changer. Voilà, pas d'inquiétude. Si vous avez suivi par exemple mes cours, que vous avez utilisé ce que je vous ai appris, normalement vous n'avez rien à changer dans votre code. Si vous avez récupéré des solutions obscures sur Stack Overflow sans trop comprendre ce que vous faisiez en faisant des copier-coller de code un peu ancien, peut-être que vous serez embêté. En fait, tout ce qui a été vraiment retiré ici était déjà déprécié depuis les versions 1.20 ou 1.23 dans ces eaux-là. J'ai regardé à peu près la liste pour chacune des choses qui disparaissent. Ça faisait un moment qu'il fallait déjà plus s'en servir. Donc a priori, plutôt bien pour nous. Ok, et bien voilà, ça y est, on a fait la liste de toutes ces nouveautés. Donc comme vous pouvez le constater, beaucoup de nouveautés qui sont positives pour l'utilisateur, avec très peu de travail pour les développeurs. Finalement, si je reprends ma liste, si vous cherchez à travailler en plus, vous avez des rares breaking changes, vraiment très très rares. Vous pouvez supporter les téléphones pliables.
Et vous pouvez supporter des versions macOS et Linux, sachant que si vous supportez ces versions-là, il y aura peut-être un peu de travail en plus pour vérifier que ça marche bien avec ces écrans-là, le redimensionnement. Il y aura peut-être un peu plus de travail. Ils ont ajouté aussi des choses pour gérer les menus, puisqu'on n'a pas ça sur mobile et justement on a besoin de le gérer sur macOS ou Linux. Donc il y a des petites API supplémentaires si vous voulez cibler ces plateformes-là. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui développent pour mobile, en tout cas ceux qui écoutent ma chaîne, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous développez pour du mobile et peut-être même du web maintenant, ben, ce sont des nouveautés avec peu de travail en plus. Donc c'est très positif pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que c'est le cas. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Posez-moi des questions. Dites-moi votre avis sur ces nouveautés. Qu'on discute. C'est ça qui est sympa. Dans tous les cas, on n'oublie pas le pouce, on s'abonne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour devenir encore meilleur. Happy coding!